Et quand on a réfléchi à un autre sujet, le docteur Stéphanie Quintin a dit, et si on proposait quelque chose sur les NEET? Donc Stéphanie Quintin est psychiatre, moi je suis médecin généraliste et quand elle a dit ça, je l'ai regardée avec des yeux tout ronds en lui disant mais qu'est-ce que c'est? De quoi parles-tu? Je vois pas du tout, c'est pas forcément un sujet qui me concerne. Et elle me dit mais si, tu vas voir quand je vais t'expliquer, quand on va en parler, tu vas te rendre compte que tu as des patients concernés par cette situation sociale. Voilà, Stéphanie, est-ce que tu peux déjà en introduction nous dire ce qu'on entend sous le terme NEET? Donc, en fait, je vais vous présenter on va dire, des réflexions qui sont encore assez embryonnaires, on va dire, sur un sujet qui m'intéresse et qui ne sont pas du tout complètes, parce qu'on était obligé de faire un peu un choix, parce que c'est court quand même, le temps qui nous est imparti. Et en fait, on va découvrir un peu la question au travers du cas clinique d'Anne. Donc c'est vrai que ce sujet que j'ai proposé à Anne Plagnard est pas non plus, ça ne concerne pas une pathologie en soi, c'est plus une situation sociale qui peut induire des situations pathologiques, mais c'est surtout l'idée de comprendre un peu mieux pourquoi il y a tant de jeunes qui sont dans cette situation. Donc déjà être NEET, c'est une situation sociale qui se définit en triple négatif. Et c'est aussi pour cela qu'il me semble important d'en parler parce que conceptuellement, ça commence très mal. Et c'est aussi une façon d'invisibiliser un problème sociétal et qui, de ce fait, se retrouve en partie être le nôtre dans les cabinets. Donc, je vous laisse regarder les chiffres sur le graphique de l'INSEE qui court sur la période de 2021. Bon, il semble que ces chiffres soient moins pires parce qu'il y a un raccourcissement du délai au premier emploi chez les jeunes diplômés. Voilà, du fait d'un manque de personnes qualifiées. Et donc, en fait, ça représenterait 11,6% des 15-24 ans. C'est NEET, donc c'est ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Donc, ce serait 1,4 million de jeunes. Il y aurait plus de jeunes que de femmes que d'hommes, et un quart serait dans le champ du handicap, peut-être même plus. Et un quart, les plus vulnérables, seraient sans diplôme. Voilà. Donc, dans cette cohorte d'inactifs, on peut même la penser jusqu'à 29 ans. On voit sur le graphique, il y a des demandeurs d'emploi, donc vraiment, on va dire, des jeunes qui sont là pour des motifs économiques, on va dire, et des jeunes qui sont aussi indisponibles pour le marché du travail. Alors, les jeunes parents, moi, j'ai découvert dans cette situation, en bossant là-dessus, que les mères célibataires étaient comptabilisées comme NEET. Et puis, il y a les personnes malades, psychiatriques ou pas. Par exemple, moi, j'ai une fois récupéré une jeune femme qui avait une dépression secondaire, une spondylarthrite ankylosante, et qui ne pouvait absolument pas travailler, et qui était trop jeune pour relever d'un RSA et tout ça. Les porteurs de handicap, par exemple, un jeune de 19 ans qui est autiste sévère et qui n'est pas, on va dire, dans une institution est considéré comme étant un NEET aussi. Et puis après, il y a les désengagés, les hors-circuit, et puis les NEET volontaires dont on parlera tout à la fin. Voilà. Bon, voilà, ces situations sont nombreuses et elles ne sont pas toutes pathologiques. Je dirais que c'est donc une situation qui permet d'explorer une situation paradigmatique qui permet d'explorer la souffrance de notre jeunesse. Et puis, il y a une espèce de continuum, on va le voir, entre une normalité, les troubles anxieux, et puis, au final, il y en a certains qui sont même des hikikomori. Donc, c'est très difficile de savoir combien il y en a d'ailleurs en France. Bon, il y a des enjeux, bien sûr, diagnostiques dans cette histoire-là, parce qu'il ne faut pas passer à côté des cas pathologiques. Mais il y a aussi un enjeu de surmédicalisation et de psychiatrisation d'un phénomène social, économique et probablement culturel. Ces situations sociales, elles sont souvent masquées par les familles qui sont honteuses. Le jeune passe alors sous les radars et donc, par exemple, renoncer aux soins. Donc, l'enjeu pour le soignant, c'est aussi d'éviter le contre-transfert négatif. Nous, on travaille tous beaucoup et puis c'est un peu vite fait d'assimiler ces jeunes à des gros paresseux, des tanguis. En Italie, pardon, on dit des bamboccioni, enfin des profiteurs, quoi. La société, comme ils ne rendent aucune case institutionnelle, les regarde donc comme potentiellement dangereux. L'inactivité, l'oisiveté, le besoin d'argent peuvent déboucher sur des comportements dangereux, drogue, alcoolisme, dépendance, basculement dans les comportements délictueux, dans la pauvreté et la précarité. Voilà, je vais laisser Anne présenter son cas clinique. Madame Mochon, est-ce que vous pouvez mettre la diapositive suivante?
Donc, oui, quand tu m'as parlé de cette partie de la jeunesse, comme je disais tout à l'heure, au début, je voyais pas de cas possible. Et puis, en fait, en réfléchissant, il en est venu plusieurs. Donc, j'ai dû faire un choix. Certains étaient vraiment dans des pathologies psychiatriques. Donc, j'ai préféré proposer le cas d'un jeune patient qui, comme ça, paraîtrait tout à fait normal, pas si grave que ça. Ça l'est probablement pas. Tu vas nous le dire aussi. Donc, c'est un jeune homme, N, de 20 ans. Je le connais depuis la grossesse de sa maman, donc je l'ai toujours suivi. Il grandit dans une famille comme ça qui paraît sans souci. Des gens qui travaillent, qui ont une maison, il a un petit frère, il y a des grands-parents qui s'occupent de lui. Ça se passe plutôt bien. Où ça devient compliqué, ça commence à se compliquer un petit peu, c'est sa scolarité, entre autres au collège, où il va être envoyé de plusieurs établissements en raison d'un comportement agité. Des fois, sa maman se demande s'il n'est pas accusé un petit peu à tort aussi, s'il n'est pas bouc émissaire. Enfin bref, il change de plusieurs établissements, publics, privés, internats. Voilà, et il finit par quitter le circuit scolaire à 16 ans. À ce moment-là, il n'a pas vraiment d'envie, il n'a pas de projet pour l'avenir, pas grand-chose qui le tente. Un jour où j'ai pu le voir, quand il avait 16 ans, seul, il m'avoue assez facilement consommer de l'ecstasy, du LSD, du cannabis, de l'alcool, un petit peu tout ce qui peut se présenter à lui. L'alcool, c'est pour lui permettre de s'endormir le soir. Il me dit qu'avec ça, ça lui permet de s'endormir beaucoup plus facilement. Et moi, il me dit avoir consommé son premier joint à l'âge de 11 ans. Voilà, depuis 4, 5 ans, 6 ans à peu près, il a commencé à y avoir des conflits très importants entre les parents parce qu'en fait, chose qui ne m'avait pas été dit au début, le papa avait un problème d'éthylisme chronique qui a énormément détérioré la situation du couple et qui a fini dans la violence par divorcer. Donc, ça a été un peu compliqué. Ce jeune et son frère ont d'abord été avec leur père pour une raison que je n'ai jamais comprise. Parce que moi, il me semblait quand même plus embêtant, lui, dans l'éducation des enfants que la maman. Voilà. Et donc, les choses après se sont un petit peu stabilisées. Le divorce a été prononcé. Les enfants sont revenus vivre avec leur mère. Et voilà. Et puis, il y a quelques temps, la maman m'en parle. Je lui dis, mais ça fait un petit moment, comment ils vont, les garçons et tout. Et elle me dit, oh, le grand, quand même, il m'inquiète. Pour son avenir, il travaille pas, il reste à la maison, il joue aux jeux vidéo. Il s'occupe de ses lézards, ça je peux pas lui enlever, il s'en occupe, les lézards meurent pas de faim, il est plutôt content de s'en occuper. Voilà, et elle me parle de lui, donc ça c'était en mai ou juin, très peu de temps après qu'on commence à parler du sujet avec Stéphanie. Je lui dis, bah si vous voulez, là je vais être en congé, mais si vous voulez, je veux bien le voir fin août quand je rentre, pour qu'on fasse un petit peu le point, qu'on voit où il en est de tout, s'il va bien et tout ça. Parce qu'on avait une relation plutôt bonne quand il était enfant et adolescent, donc voilà. Elle me dit, oh ça lui fera plaisir de savoir que vous inquiétez de lui. Bon, au final, il n'est pas venu et quand j'ai préparé le cas, ben, je me suis rendu compte que c'était un jeune que je n'avais pas vu, moi, depuis 2 ans. Et lors de la dernière consultation, il n'y a pas très très longtemps, là, il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois même, sa maman m'a fait part d'une heureuse nouvelle, c'est qu'il avait cherché du travail et qu'il était arrivé tout fier à la maison avec son premier salaire et sa première fiche de paye il y a quelques jours. Et voilà. Donc, pour moi, il me semblait répondre aux critères à peu près du NIT, chose que tu vas confirmer, infirmer, Stéphanie. Bah, c'est très intéressant, Madame Mouchon, vous pouvez peut-être mettre la diapositive d'après, parce que en fait, ce gamin, il rentre dans une des portes d'entrée de la situation d'être NIT, c'est-à-dire être un décrocheur scolaire. Bon, on peut imaginer qu'il y avait un peu tout pour faire un refus scolaire anxieux. Hein, dans ce que tu dis, on avait fait cette diapo la dernière fois avec les situations de l'environnement et les problématiques de séparation-individuation, les angoisses telles qu'elles sont. Et qu'il y a même un gros problème éducatif certainement aussi dans cette famille. Et on a vraiment un peu l'impression que ça donne pas très envie de grandir, quoi. Donc ça, c'était un peu un premier abord pour en parler, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai vraiment, mais vraiment extrêmement mal à la gorge et ça ne se calme pas. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà. Donc en fait, il reste beaucoup enfermé chez lui, etc. Il désinvestit beaucoup de choses, il désinvestit l'environnement et certainement qu'il aurait fallu
intervenir un peu plus tôt. Je crois même que tu m'avais dit, quand on avait commencé à préparer ce cas, qu'il y avait eu aussi même une enquête sociale, il y avait eu des choses qui avaient été faites. Oui, effectivement, je l'ai enlevé. Tu as raison. Il y a eu, à l'époque où il a été déscolarisé, il racontait aussi un petit peu des mensonges à ce moment-là. Mais est-ce que c'était des mensonges? Est-ce que c'était le début d'une situation très conflictuelle avec les parents? Je sais pas trop. Et effectivement, il y avait eu une enquête sociale qui avait beaucoup inquiété la famille. Et puis finalement, ça s'était soldé par rien, quoi. Il n'y avait aucune mesure, pas d'éducateur, personne. Oui, en fait, on est dans cette situation où effectivement, il aurait fallu un petit peu quand même un tiers dans cette famille dysfonctionnelle, avec probablement cet alcoolisme parental caché, les violences, et cet enfant qui probablement avait envie un petit peu de sortir de tout ça, et qui en est resté un peu bloqué, voilà. Alors, peut-être qu'après, on peut évacuer aussi la question. Enfin, j'avais mis cette diapositive parce que, au final, ça permet aussi de revenir sur cette continuité entre les troubles anxieux et la situation de NIT. Pour certains, je parle de ceux qui sont en dehors des situations économiques et des situations vraiment pathologiques, hein, je pense, dont on parlera un peu tout à l'heure. Mais il y a quand même toujours un enjeu autour de l'environnement familial, avec quand même des troubles de la séparation, des familles, moi j'appelle ça claustrophiles, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée du dedans et du dehors, on y reviendra un peu plus tard. Et puis, je voulais quand même souligner que le refus scolaire anxieux, encore tout à l'heure, j'étais dans une télésupervision pour Éco-Gepsy pour une situation de ce type-là. C'est quand même vraiment très inquiétant le nombre d'enfants qui sont dans cette situation-là. Et la relation anxieuse à la performance et à l'avenir est toujours présente, en plus de ces situations de claustrophilie familiale. Et c'est vrai que le besoin du tiers aurait été très important, voilà, dans cette situation. Mais probablement que tu l'as joué quand même, puisque tu vois, il a plutôt confié ses usages de toxiques, et puis finalement, il revient au boulot à un moment où toi aussi, où sa maman s'autorise à parler de lui, et que toi, tu dis quelque chose de positif, même si tu ne l'as pas vu. Il y a quand même un moment où il y a peut-être quelque chose qui a bougé pour lui, pour qu'elle s'autorise à en parler, quoi. Voilà. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante, Madame Mochon. Voilà, alors ça c'est donc les situations, on va dire, assez classiques de troubles de la personnalité, de troubles anxieux, de maladies somatiques, situations traumatiques. Les hikikomori, parce que là quand même, quand tu le décris, qui vit avec ses reptiles et puis ses jeux vidéo, c'est un petit peu vraiment une forme de réclusion, hein, de claustration. Et puis, toutes les comorbidités dépressives, addictives, les troubles des conduites, les conduites à risque, les comportements de dépendance. Moi, j'ai même eu une fois une cas d'une jeune qui se prostituait, mais très très jeune, à 14 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, je voulais quand même reparler des jeunes qui sont placés. Il y en a 370 000 en France et ils ont 4 fois plus de risques de quitter le système scolaire précocement. Donc, eux, ils font gros des NIT. Ils sont vraiment très, très représentés, surtout dans les jeunes non formés. Et puis, en fait, il y a quand même dans ces chiffres-là 400 000 jeunes sur les 1,4 million qui sont en dehors des radars sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne touchent rien, ils vivent comme ça. Et probablement, il y a aussi une sous-utilisation des soins en France chez ces jeunes. Et donc, il y a quand même potentiellement des problèmes, on va dire, sanitaires, problèmes de prévention, de politique de prévention non appliquée, les MST, les addictifs, enfin, voilà, quoi. Tout ça, les grossesses non désirées, hein, parce que donc les jeunes femmes avec enfants qui ne travaillent pas sont considérées comme des NIT. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, Madame Mochon? On va passer après. Tu peux plus, là, ta gorge. Non, mais ça dure depuis un moment maintenant, c'est insupportable. Alors, il y a un truc moi, j'avais envie d'en parler comme ça, c'est dans la société, et on voit que ça date pas d'hier, c'est le retard à l'entrée dans l'âge adulte. Alors, je sais pas, je pense qu'on est tous un petit peu
confronté à ça, voilà. Donc ton cas clinique, il l'illustre bien, hein, c'est vraiment ça. Ce jeune qui évolue dans une famille qui ne donne pas très envie de grandir, avec probablement une insécurisation du fait des violences intrafamiliales et de l'alcoolisme du père. Et puis, du coup, il se réfugie dans des trucs style reptile et jeux vidéo. En 2001, déjà, il y avait le film Tanguy, hein, qui est devenu le nom d'un phénomène sociétal et qui est en fait mondial, hein, parce que les chiffres qu'on a en France sont les mêmes dans le monde entier, en fait. C'est un constat. Cette difficulté à entrer dans le monde adulte est difficilement compréhensible, alors même qu'il n'y a jamais eu autant de confort matériel dans notre société. Tu vois, le jeune, il vit dans une maison, il a un papa, une maman. Au départ, on avait quand même un peu l'impression que ça se passait bien, puis en fait, après, on apprend que c'est compliqué. Bon, il y a quand même comme une espèce de cocon familial qui ne favorise pas la prise d'autonomie et la prise de risque. Lors du précédent webinaire, on avait parlé de claustrophilie familiale et c'est un constat. Il y a comme dans les familles, il y a comme une opposition, un certain nombre de familles, une opposition entre le dedans protecteur et le dehors menaçant. Bon, il y a beaucoup de sociologues, politologues qui travaillent là-dessus. Je pense à Jérôme Fourquet qui en parle bien. Le travail est souvent évoqué en famille et vécu en famille même, avec souffrance dans le contexte actuel du néolibéralisme et des exigences de performance. Les jeunes décrivent leurs parents usés, enfin je pense que vous les entendez, moi je les entends, malmenés et jetés par l'entreprise, et ils vivent la déception du monde du travail avant même qu'elle soit advenue pour eux-mêmes. Je pense, il y a eu récemment sur le journal d'Arte un reportage sur la fermeture de l'usine Michelin à Vannes, où on voyait une famille, le papa qui décrivait sa descente aux enfers, la mère qui subissait le truc, et en dernier, une jeune fille qui coincée sur le canapé, dit comme ça qu'au-delà, elle avait été inquiète pour les adultes, mais que surtout, elle avait vu sa vie basculer, perdre la maison, déménager, perdre ses ancrages. Et puis, elle disait que ça la faisait réfléchir sur l'implication qu'elle aurait à l'avenir dans le monde du travail. Parce que c'est vraiment ça, hein, la question du retard à l'entrée dans l'âge adulte. Voilà. Donc, les jeunes refusent quelque part cette chosification que leurs parents subissent et réinventent une relation au monde du travail avec ce qu'on appelle les shifters, c'est les jeunes qui changent beaucoup de boulot, mais avec des contrats courts, parfois très précaires, voilà. Et le pessimisme ambiant, voire le ressentinisme, ne les pousse pas à se projeter positivement dans l'avenir. Bon, en fait, le système scolaire, il augmente la situation par son aspect discriminant et stratiflant. On voit ce jeune qui est sorti très tôt, il a été, plutôt que d'être entendu dans son agitation, qui était probablement un symptôme de ses angoisses, on l'a jeté d'endroit en endroit, certainement chaque fois de façon plus rapide. Ça favorise donc l'anxiété de performance et l'échec scolaire, ce qui conduit à une angoisse relative à l'insertion professionnelle et surtout ne pas se confronter à une chute d'un idéal et donc se retirer dès le premier échec. C'est-à-dire qu'ils essayent puis ils n'essayent pas trop, quoi. S'ajoutent à cela des problématiques économiques d'accès à l'emploi. Donc les diplômes sont souvent non conformes aux attentes du monde de l'entreprise, les stages qui se perpétuent, la précarité de l'emploi et les emplois de faible qualité, l'accès au logement qui est difficile pour les jeunes. Il y a comme un cumul de blessures narcissiques. Est-ce qu'on peut changer de diapositive, Madame Mouchon, s'il vous plaît ? Voilà, après, c'est cette évolution du monde dont on parle, on le qualifie d'hypermoderne ou de post-réalité. Et ça se manifeste aussi avec ces jeunes qu'on voit tout le temps avec des smartphones, excusez-moi, un coup, qui font écran entre les jeunes et le monde. Finalement, quelle est leur perception de la réalité ? La technologie est omniprésente dans nos vies. Donc ces jeunes, ils évoluent dans un monde où la conjonction entre une représentation collective de la réussite et l'environnement numérique, que soient les réseaux sociaux, les publicités, les désirs consuméristes, conduit à une irrémédiable frustration, d'autant que l'objet d'ambition est affiché en continu.
Voilà, c'est ça en fait. Hein. Ils ont l'impression, le monde défile devant eux avec cette idée de complétude dans la consommation et en même temps, ils n'y ont pas accès. Donc, le dépassement par un monde technologique produit un désenchantement de monde. On vit dans un monde dont le fonctionnement nous échappe, le monde numérique. Et c'est vrai que ces jeunes, ils sont quand même souvent parmi les moins diplômés et ceux qui sont les moins à même de comprendre de quoi il s'agit. En plus, moi, ce que je note, et dans mon expérience clinique, c'est que les jeunes sont confrontés dès leur entrée dans le monde des adultes à des procédures technocratiques et une instabilité des conditions d'accès à leur avenir. Je pense aux réformes successives de l'enseignement, au désenchantement du monde enseignant, Parcoursup, les inscriptions dématérialisées. Ils sont comme dépossédés de quelque chose, chosifiés et confrontés à un monde sans liens sociaux. C'est comme une entrave à leur autonomie. Ça fonctionne comme une injonction paradoxale, dont une des façons de s'extraire, c'est de sortir du réel. Je ne sais pas si c'est clair. Comme ce n'est pas une pathologie, j'essaie d'expliquer ce que moi je ressens par rapport à ça. Ça rend peut-être un peu les choses plus lisibles quand on les voit dans leur retrait. Peut-être se permettre de les voir un petit peu moins simplement comme des tanguis, quoi. Même, Mochon, est-ce qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît? Donc, dans cette idée de sortir du réel, c'est-à-dire du temps qui passe, clairement. Donc, vivre hors contexte et contrôler son environnement dans un présent généralisé, c'est-à-dire un peu constant, c'est-à-dire tous les jours pareil, il n'y a pas de... Il y a une espèce de routine qui s'installe dans l'absence de travail, l'absence de lien. Ça apparaît comme une solution tout de même facilitée par le confort matériel et numérique et certainement la complaisance familiale. Il y a des bénéfices quand même secondaires à la situation. Donc vivre comme en suspens et ne pas prendre décision apparaît ici comme une attitude mélancolique, forme de dépression quand même, au sens d'un refus du fonctionnement et surtout du fonctionnement cognitif. Le réel est rejeté avec parfois un recours intense au virtuel. On y est en plein, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ça. Il y a parfois aussi comme un refus de la pensée, un rejet de ce qui revient de l'autre, c'est-à-dire l'apprentissage et la connaissance. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas les choses qui pourraient les aider à se sortir. Donc parfois, il y a même jusqu'à une compromission du réel par de fausses croyances, des idées complotistes, etc. Mais je tiens à souligner quand même que là, je parle des mythes négatifs, enfin, des mythes négatifs de ces jeunes qui s'enferment un peu dans un fonctionnement où on voit quelque chose de dépressif qui se crée. Mais il y a parmi ces nids des jeunes qui sont au contraire ce qu'on appelle les nids volontaires, qui sont en fait des profils assez alternatifs, très engagés, créatifs, parfois hyperactifs. Alors, ils font plein de soirées, ils font plein de choses. Ils font parfois, moi j'en avais un, en fait il peignait toute la journée, il faisait plein de trucs. Voilà. Et c'est un peu dommage de juger hâtivement parce que c'est d'où l'intérêt de s'interroger, enfin de les interroger, mais qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te plaît en ce moment? Souvent, ce sont des jeunes qui sont plus politisés et qui en fait n'ont pas très envie de rentrer dans le modèle actuel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis désolée, je parle comme je suis vraiment pas à l'aise. Mais l'idée, c'était de présenter une partie de mes réflexions. Bien évidemment, vous avez vu, je n'ai pas parlé des co-anxiétés, choses comme ça, volontairement. Mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de dédramatiser et d'adoucir un peu le regard qu'on a sur ces jeunes, parfois. Voilà. Je ne sais pas si, Anne, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai une ou deux questions à te poser. Peut-être le temps que vous, participants au webinaire, puissent poser leurs questions. Alors, essentiellement à l'écrit parce que c'est plus facile. Après, si vraiment il y avait une situation qui nécessite la prise de parole, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas non plus trop nombreux. Moi, je m'interrogeais sur le repérage dans nos patientèles. Comment tu vois la chose? Est-ce qu'il faut assez facilement demander, parce qu'on est médecin généraliste, médecin traitant, médecin de famille,
Est-ce qu'il faut assez facilement demander des nouvelles de ceux qu'on a connus petits, ados, et quand ils atteignent les 16, 18, 20 ans, savoir comment ils vont, est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils deviennent, ou pas? Est-ce qu'il faut laisser les familles venir un peu? Il faut laisser les familles venir, mais souvent, peut-être, tu peux avoir aussi des personnes qui viennent un peu régulièrement sans oser t'en parler, parce que tu vois, il y a quand même un sentiment honteux, de culpabilité par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon gamin soit là? Puis on a vu les chiffres, hein, c'est 1 jeune sur 8. C'est énorme. Alors, certes, il y a des situations qui sont de l'ordre du pathologique. Alors ça, c'était pas le but d'en parler aujourd'hui, hein, mais ça, effectivement, les repérer, ça paraît un peu indispensable. Mais je crois effectivement poser la question, ah mais comment il va votre deuxième, votre troisième des fois, je pense qu'on peut dénicher des pépites, comme on dit. Parce que moi, par exemple, j'ai une de mes voisines qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai découvert comme ça, en parlant avec elle, que son frère vivait reclus à la maison chez ses parents. C'est hyper fréquent, en fait. Hein. Voilà. Moi, je pense quand même, puis ne serait-ce que, oui, de poser la question, peut-être pour essayer de s'intéresser et puis aussi de ne pas passer à côté de quelque chose, quoi, effectivement. Alors, peut-être que la façon aussi de s'adresser, parce que Mme Mochon, peut-être il y a les diapositives suivantes, parce que je fais une petite diapositive alors, dans laquelle j'ai jeté un peu des idées comme ça, mais moi je crois qu'il faut donc être attentif aux situations pathologiques et aux comorbidités, et surtout attentif aux dynamiques familiales propices. C'est-à-dire aussi l'évolution de ces jeunes qui sont décrocheurs scolaires, dont on a parlé au webinaire précédent. Et puis, il y a quand même une obligation scolaire jusqu'à 16 ans, puis après une obligation de formation jusqu'à 16-18 ans avec plein de dispositifs qui existent. Moi, je trouve que il y a aussi une façon, le médecin au cabinet, il est tiers en fait dans la relation entre l'adolescent, je l'ai marqué comme ça, et ses parents. Et moi, je crois que l'écouter de façon bienveillante, le recevoir en dehors de ses parents, c'est important, favoriser l'autonomie psychique. Mais je crois qu'il faut aussi pousser aux aides sociales et à l'accompagnement plus spécialisé, parce que il y a quand même beaucoup de papiers qui sont sortis et qui disent que les situations sont moins lourdes et moins précarisantes dans les pays où l'autonomie financière peut être facilitée. Par exemple, en France, c'est moins grave qu'en Italie parce qu'il y a plus d'aide sociale pour les jeunes comme ça. En Italie, ils sont dans des phénomènes, alors au-delà, avec le côté culturel, on va dire, mais ils sont quand même bien plus dans une situation compliquée que la nôtre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi arriver à ne pas valider aussi les attitudes projectives. Des fois, ils arrivent, ils sont un petit peu agressifs, comme s'ils n'étaient pas accueillis dans la société, et comme si on avait la même attitude. Et je pense que faut peut-être un petit peu juste, non pas demander mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais peut-être qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment, quels sont tes grands projets, je sais pas, des choses un peu plus ouvertes et pas trop centrées sur le travail. Voilà. Et puis je pense qu'on a un rôle aussi, je pense, nous, on a des choses à dire sur la question de l'angoisse de performance en tant que médecin dans la société. Et puis aussi notre propre positionnement vis-à-vis du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent à la maison de leur travail. Moi, j'essaye de jamais me plaindre du travail devant mes enfants. Je pense que c'est hyper important de donner une image très positive de ce que je fais. D'ailleurs, c'est très positif ce que je fais, mais voilà. Voilà. Et puis j'avais marqué un truc hyper important, oui. C'est que d'un point de vue macro, c'est-à-dire sociétal et compagnie, et d'un point de vue psy, les politiques d'activation, c'est-à-dire allez, vas-y que je te pousse, ça sert à rien en fait dans ce genre de situation. En fait, il faut redonner le goût à l'autonomie psychique, à l'autonomie financière, puisqu'il y a quand même les troubles de la séparation, et puis le goût de la formation, le goût du questionnement, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je suis claire. Si, mais tu parles, je pense, d'un sujet, je ne sais pas si il peut y avoir quelques réactions, mais je pense nouveau pour beaucoup d'entre nous. Oui, je pense, et en même temps, c'est tellement quotidien, en fait, et
en fait, je trouve que ça reflète quand même l'évolution de la société, cette claustrophilie familiale. On en parlait lors du webinaire précédent. En fait, les gens, ils laissent plus leurs enfants aller acheter le pain tout seuls. Il y a quand même quelque chose qui se dit des relations à l'autre qui sont toxiques. Je sais pas, il y a quand même quelque chose qui est assez enfermant. Et je crois que ça ressort chez ces jeunes comme ça. Enfin, du moins une partie, hein, attention. Hein, mon propos n'est pas de généraliser à tous les mythes, évidemment. Mais à certaines situations qu'on voit de ces jeunes, ils font rien. Je crois que le cas le pire, c'est ces jeunes qui sont complètement inhibés. Je sais pas, ou qui font que jouer. Voilà, c'est ça. Le confinement, tu penses, ça a pu augmenter les cas de ces... Alors, en fait, non. Parce Non, que c'était avant. C'est un phénomène sociétal. Le film Tanguy, c'est 2001. Et en fait, c'est probablement avant. Pour tout ce qui est claustrophilie familiale, quand tu lis les sociologues, etc., il faut remonter les choses quand même aux attentats, 2015, tout ça. Il y a quand même des choses qui datent d'avant, même d'avant, quoi. C'est quelque chose dans lequel on a évolué. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi la question des angoisses de performance. Ça fait même presque oublier que, par exemple, dans le refus scolaire anxieux, le premier mouvement, c'est souvent la problématique d'individuation-séparation, et souvent les angoisses de performance occupent toute la place, alors qu'en fait, si on attend, en fait, ces angoisses de séparation, elles arrivent, elles sont là sous-jacentes, mais elles sont masquées complètement par ça, parce que dans notre monde où il y a tout est contrôlé, recontrôlé, recontrôlé, et puis les réseaux sociaux aussi qui créent cet effet de regard par nivellement, quoi. Alors je suis mieux, je suis moins bien, enfin je suis surtout souvent moins bien. Et ben ça favorise en fait cette frustration permanente et ces angoisses de performance. Après c'est un truc un peu général et j'ai envie de dire que la place des réseaux sociaux, elle est quand même assez importante là-dedans, même si ça n'explique pas tout. Il y a une toute dernière diapo avant qu'on passe aux questions. Tu m'avais demandé qu'on mette quand même quelque chose sur les hikikomori, qui sont quand même le cas le plus complet. Après, il n'y a pas de chiffres en France sur la prévalence du trouble. Il y a des hikikomori primaires, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de troubles mentaux, et puis il y a ceux qui sont secondaires avec des troubles mentaux, soit des troubles du spectre autistique, les phobies sociales, schizophrénie, bipolaire, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'est ce comportement donc de retrait et de claustration à domicile. On en parle beaucoup au travers d'une esthétisation d'un phénomène sociétal japonais, mais en fait, moi qui me suis quand même pas mal intéressée au sujet, la première description, c'est 1953, c'est un psychiatre français. Voilà, il y a des troubles qui sont vraiment très, très envahissants quand la forme est complète. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a quand même un dessaisissement des moyens cognitifs et relationnels. Et c'est vraiment assez grave. Alors, il y a des formes où les jeunes sont en fait au contraire dans une hyper-intellectualisation et du haut de leur chambre de bonne, parce qu'à Croix-Rousse, il y en avait quand même pas mal à un moment qui vivaient dans les chambres de bonne attenantes aux appartements de leurs parents. C'est des gamins qui profitaient de la connexion Wi-Fi du voisin et qui passaient leur vie à compulser des données sur Internet, à faire des recherches avec des connaissances encyclopédiques, etc. Mais c'est souvent la souffrance familiale qui est au premier abord. Et en fait, il y a une partie du travail qui consiste à extraire le jeune de cette situation, mais aussi un énorme travail avec la famille. Il y a beaucoup d'initiatives
autour de groupes de parole de parents, des choses comme ça. Et aussi, alors par exemple, on m'a parlé d'une initiative en région Aquitaine où les jeunes, ils étaient invités à venir, alors surtout quand ils étaient un peu geeks comme ça, à venir travailler ou intervenir ou faire des mini-stages dans des sociétés de programmation informatique, etc. Et pour les accrocher par quelque chose qui leur plaisait. Voilà. Mais ça reste quand même un pronostic assez sombre. Et encore une fois, on ne sait pas combien il y en a. Parce que toi, le tien de jeune, à un certain moment, tu dis quand même qu'il n'a pas dû sortir beaucoup de chez lui. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Donc, tu disais... ouais, donc tu ne le dis pas trop, mais il reste à la maison, joue aux jeux vidéo, s'occupe de ses lézards. Ah oui, non, il y a un moment où il sortait plus de chez lui, je pense. Voilà. Mais ça n'a pas duré. Ouais, ça n'a pas duré, heureusement. Voilà. On passe à quelques échanges. Si vous avez des questions, des situations dont vous souhaitez parler. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment une voix pourrie, ce qui crée le fait que du coup, je suis un peu Il y a une empêchée. question sur les aides sociales et l'accompagnement à proposer une fois qu'on a repéré un ou une NEET. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire, mais tu sais, il y a peut-être quelque chose qui peut te permettre d'avoir un... Il y a les contrats comment ça s'appelle, jeunes majeurs, là, il faut aller à la mission locale. Il y a toutes sortes d'aides qui existent. Il y a même des hébergements qui existent pour sortir de la famille. Moi, j'avais une jeune comme ça, qu'on aurait pu qualifier de NEET, et effectivement, et elle avait été... dans ce foyer pour jeunes travailleurs qui s'appelle, c'est pas l'Escale ou un truc comme ça, dans le 6e. C'est pas mal en fait, parce qu'il y a quand même vraiment cette histoire de séparation du monde familial. Quand on est, attention, pas dans ces cas de jeunes qui sont vraiment au chômage parce qu'ils trouvent pas d'emploi dans des bassins de population. Voilà. Là, je parle vraiment de ces jeunes qu'on sent quand même dans quelque chose de mélancolique. C'est vraiment une certaine catégorie de NEET dont j'avais envie de parler. Mais c'est vrai que quand on... Voilà, c'est un peu de ça. Après, il y a le RSA, mais c'est seulement à partir d'un certain âge. Il y a quelques dérogations. Parfois, quand ils sont vraiment plutôt dans des pathologies, il y a l'AH, carrément. Voilà, il y a même des dispositifs un peu locaux, des fois, avec des stages, des choses comme ça. Mais encore une fois, en fait, c'est assez étrange de le dire, mais en fait, c'est pas parce qu'ils vont prendre un petit boulot. Souvent, on les pousse à dire prends un petit boulot, ça va te faire du bien, etc., de bouger. Mais souvent, ils sont déçus quand même. Ils sont déçus, ça dure pas, et ils cumulent en fait ces déceptions. Et c'est vraiment ce cumul de déceptions qu'il faut pas forcément favoriser, moi je crois, d'un point de vue sociétal, plus l'impression qu'il faut les aider à aller vers la formation. Et puis valoriser ce qu'ils aiment, ce que tu as dit à plusieurs reprises. C'est ça. S'intéresser alors, par exemple dans le cas clinique, au lézard et comment tu t'en occupes et qu'est-ce qu'ils mangent, ce type de choses. Alors, il y a une question qui est hyper intéressante. Sont-ils en colère contre les parents, considèrent que les parents sont fautifs? Eh ben, alors, moi, j'ai même eu des jeunes qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas les parents dans leur relation au travail. Je pense à ces gens qui sont maltraités avec plusieurs fois, ils se font licencier, alors après, ils se rétament, c'est compliqué. Et tout. Et les gamins les voient à plusieurs reprises redémarrer, etc. Et il y a des gamins, moi j'ai entendu des jeunes, mais parfois très très jeunes, 15-16 ans, dire mais franchement, mais pourquoi ils acceptent ça? Enfin, pourquoi ma mère, elle accepte de bosser comme ça? Devrait se mettre en arrêt de travail. Il y a des jeunes qui ont quand même... Enfin, je trouve que c'est pas mal intelligent de leur part de vouloir prémunir leurs parents de cette maltraitance au travail. Il y a des jeunes qui sont un peu en colère contre les adultes qui acceptent quelque chose du monde du travail qu'eux n'ont pas envie de vivre pour eux, quoi, en fait. Mais c'est pas forcément la faute Alors, il y a une question hyper intéressante, c'est la colère, je pense,
quand on rencontre des adultes qui ont fait des refus scolaires anxieux, parfois, il y en a certains, quand ils en parlent, ils disent « j'aurais aimé que quelqu'un, à ce moment-là, justement, fasse-t-il, me mettre à distance de cette problématique familiale ». Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Alors, ils ne le disent pas sous forme de colère parce que souvent, quand même, c'est dans des cas assez typiques où il y a un parent qui est malade, malade psychiatrique, quelque chose comme ça. C'est un peu délicat d'être en colère. Mais la question est intéressante. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, peut-être? Ah, j'ai vu qu'il y a une question. Oui, ce sont des situations qui parfois se poursuivent au-delà des premières années de l'âge adulte et s'enquistent à 30, 40, 50 ans. Dans ces situations d'immobilité, quelles perspectives et considérations particulières pour l'interrogation? Ah oui, mais ça, c'est compliqué. Hein. C'est presque j'ai envie de dire, considération, on va dire, sociétale et économique. Hein. Mais moi, je crois quand même que l'accès à la formation, c'est hyper important. Parce que, en fait, quand on voit ce positionnement dépressif, il y a aussi une non-compréhension du monde. J'ai envie de dire, moi, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui joue là-dedans. Et donc, je pense que la formation, c'est hyper important. Et c'est vrai que faire rebondir des gens qui s'enquissent dans des situations comme ça, c'est comme quand on a des patients adultes qui s'enquissent dans des arrêts de travail hyper longs, il vaut mieux les extraire et faire des bilans de compétences, tout ça. C'est un peu la même situation, quoi, en fait. Mais en fait, j'ai un peu peur qu'on ait quand même des situations comme ça de plus en plus fréquentes. Et c'est vrai que c'est un peu... Je trouve, enfin, je ne sais pas si c'est désespérant parce que finalement, que les jeunes n'aient pas envie de vivre les mêmes choses que leurs parents, une forme de maltraitance, de relations masochistes au travail. Quand je dis masochiste, je pense à tous ces gens qui travaillent dans des conditions, travail à la chaîne, ou travaillent avec des objectifs, etc. Nous, on en est encore à peu près, on va dire, épargnés de tout ça, mais quand même des gens qui vivent des situations au travail extrêmement compliquées. Je pense, il y a le bouquin de Christophe Dejour à la fin, dans le PowerPoint, j'avais mis un peu une série de bouquins, de choses comme ça, les travaux de Christophe Dejour qui sont hyper intéressants sur la psychopathologie du travail. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Après, c'est vrai que c'est... Est-ce que ça... C'est peut-être une situation un peu particulière. Hein. C'était aussi pour bousculer un peu les choses. Ah voilà, quelle attitude adopter dans un discours face à un NIT lorsque l'on repère des parents toxiques? Ah, c'est une bonne question. Bah, c'est un peu, c'est presque un rôle de psychothérapeute, j'ai envie de dire, hein, ou c'est un rôle de psychothérapeute. C'est comme quand on voit un enfant dans une situation familiale propice à un refus scolaire anxieux, avec ces enfants qui gardent la maison, hein, parfois, gardent les parents parce qu'ils sont inquiets pour tout le monde. Il y a des parents qui sont parfois dans des discours très négatifs sur leur gamin, il faut rien, etc. C'est vrai qu'on peut s'autoriser à dire oh là là, ils sont un peu durs, tes parents. Enfin, je veux dire, enfin, c'est quand même, voilà, t'as besoin d'aller à ton rythme. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur envoyer comme rythme? Qu'est-ce que tu aurais comme perspective, toi? Est-ce que tu as envie de t'appuyer sur des choses qui t'intéressent? Voilà. Je pense que ça peut être un peu intéressant. Je pense qu'on a le droit de dire à un jeune que ses parents sont toxiques. Hein. Enfin, de le dire d'une façon un peu, voilà, dire, oh, c'est un peu... Voilà. Et tu peux le dire aux parents que si leur enfant va pas bien, c'est peut-être à cause d'eux? Ah ouais, il faut quand même le dire. Hein. Après, des fois, si tu les vois plus, ben, tant pis, hein, mais au moins tu l'auras dit. Mais des fois, ça arrive. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment un refus scolaire anxieux, de dire aux parents que c'était pas entendable de maintenir les choses comme ça. Hein. Je pense à une situation un peu particulière qui m'a toujours un peu heurtée.
d'une jeune fille, alors en plus à la Croix-Rousse, qui se promenait main dans la main avec sa mère. C'était vraiment, voilà, et avec des attitudes très proches même en consultation. Et moi, j'avais un peu quand même renvoyé ça parce que c'était intenable. Bon, je les ai jamais revus, mais j'ai su après que elle s'était vue proposer un placement, la jeune fille, suite à une information préoccupante qui avait été faite par le collège. Voilà. Avez-vous encore des questions? S'il n'y en a plus. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas de médicaments, de choses comme ça dans cette situation-là. C'est pas l'enjeu. L'enjeu du choix de ce thème de webinaire, c'était vraiment de nous interpeller sur ce sujet. Voilà, d'essayer aussi de produire un questionnement face à ces problématiques, parce qu'il y a quand même énormément de jeunes qui sont concernés. 1 sur 8, 1 sur 4 dans les zones, on va dire, défavorisées. C'est énorme. Et puis surtout, ça en dit long de ce qu'on propose à nos jeunes pour qu'ils soient dans ces situations-là. Et c'est la suite un peu finalement de ce qui se passe aussi dans le monde scolaire actuellement. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est de voir que c'est vraiment un fourre-tout sociologique dans lequel on met aussi des jeunes porteurs de handicap, quoi. Porteurs de handicap sévère, hein, je parle, hein, je pense. Vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai des jeunes que je suis qui sont des autistes sévères qui ne sont pas encore en institution, qui sont en attente, qui sont en inclusion active à domicile. Et il faut savoir que quand ils passent à l'âge adulte, il y a toute une série de choses qui doivent être faites d'un point de vue administratif. Et en fait, on sollicite les jeunes, alors même que parfois, ils n'ont même pas de langage, etc. Et les parents se retrouvent dans des situations abracadabrantes, en attente d'une mise sous protection, des choses comme ça. C'est assez incroyable. Il y a une autre question. Ah oui, une autre question. Oui, il y a une autre question. Et oui, elle est un peu des deux, parce que moi, je crois, je pense aux attachmentistes qui disent que, en fait, je sais pas comment le dire, hein, c'est la multitude des processus identificatoires qui permet à ces jeunes de sortir, hein, parce que l'idée quand même c'est de dire qu'il y a un trouble de la séparation, donc forcément une insécurité, et en fait le fait de rencontrer autour d'eux des adultes qui sont calmes, posés, qui sont tranquilles aussi avec leur relation avec l'avenir, le monde extérieur, ça peut aussi à force créer des déclics. Donc en fait psychologique, oui, en fait la façon dont nous on renvoie, je dirais, on est tranquille avec notre relation, avec le fait de les voir grandir, mais aussi notre façon d'être à nous, ça leur envoie aussi un peu l'envie de grandir, hein, dans ce monde où voilà, on reprend ce jeune N qui, lui, a des parents, enfin un père alcoolique, violent, il arrive à ton cabinet, il voit comme tu es attentionnée, bienveillante, c'est quelque chose de réconfortant pour lui. Et en ça, c'est psychologique, effectivement, comme aide. Et c'est un peu la multiplication, voilà, si vous tombez sur un éducateur de rue, il y a de plus en plus de dispositifs comme ça, où ça multiplie un petit peu un travailleur social, les gens qui vont peut-être pouvoir leur proposer quelque chose qui à un moment va faire des clics, quoi. Le numérique n'est pas forcément négatif, hein. Il y a certains jeunes, par exemple, moi j'en avais un, c'était un hikikomori, donc c'est vraiment un NEET extrême en fait, si on y réfléchit.
il était sorti de son isolement. En fait, il avait à l'époque, c'était l'époque où il y avait les sites, je ne sais pas s'il existe, les blogs, tout ça. Et en fait, il publiait beaucoup de ses dessins sur un blog. Et en fait, il y avait plein de copains dans la France entière. Et notamment un gars qui lui avait demandé de venir le dépanner pour tenir sa galerie d'art. Et c'est comme ça qu'il avait trouvé un petit job, en fait, au départ. Puis après, de petit job en petit job, et ben, finalement, il s'en était sorti, quoi, de cet enfermement. Tout est relatif, quoi. Mais c'est vrai que ça passe effectivement par la question de l'autonomie. Alors, l'autonomie psychique, c'est bien du soin psychologique, c'est pas que du social et du professionnel. L'autonomie psychique, c'est aussi la façon dont on est regardé par son médecin traitant, par son psychiatre, par son psychologue, pour ce qu'on est et qui permet de se construire, quoi. Donc, bon, ça, c'est psychologique, en fait, l'aide. Mais c'est vrai que le social et la formation, pour revenir à des processus cognitifs, parce que finalement, il y en a beaucoup qui réfléchissent plus trop. Après, il y a des jeunes qui sont très engagés, encore, attention. Mais là, je voulais vraiment parler de ces jeunes-là qui sont assez inquiétants. Petite dernière question éventuellement, parce qu'on arrive tout doucement à 21h, et vu qu'on tient à ce que ça rentre dans un format d'1 heure pour pas être trop dévorant sur la suite de la soirée. Donc pour les autres webinaires, on a réfléchi à quelques thèmes. On va proposer assez prochainement quelque chose sur la dépression de la personne âgée. Peut-être un sujet en lien avec les addictions. N'hésitez pas quand vous allez recevoir le mail pour évaluer ce webinaire, pour nous faire vos retours. N'hésitez pas à proposer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Voilà. On essaie de proposer quelque chose de simple, accessible, ancré quand même dans le quotidien de la médecine générale. Parce qu'EcoGPsy, l'idée, c'est vraiment le lien confraternel entre les médecins généralistes et les psychiatres. Voilà, donc n'hésitez pas à apporter vos idées, vos demandes, vos questionnements, et on essaiera de trouver le moyen d'y répondre au mieux. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose pour conclure, Stéphanie, ou... Non, pas du tout. Excusez-moi encore, parce que vraiment, je suis vraiment dans un confort avec ma voix. Du coup, c'est un peu moins... Mais tu as tenu le webinaire, tu as eu le temps de le dire. Tu as bien tenu le webinaire, mine de rien. C'est horrible, je crois. Pas passé. Bon, eh bien, 20h58, on peut se souhaiter une excellente soirée. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir.